Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler plutôt à la cool d'un style de film dont je parle quasiment jamais sur ma chaîne et pourtant j'aime beaucoup ça, ce sont les documentaires. Et donc j'aimerais bien vous proposer 5 documentaires que je trouve mais alors totalement dingos. Alors ça veut dire quoi un documentaire dingue pour moi? Écoute, un documentaire dingue pour moi c'est ceux quand tu regardes le film tu te dis mais c'est pas possible. Il y a un moment où d'un coup tu te demandes si on n'est pas en train de te faire de la fiction en fait. Tu te dis c'est pas possible, c'est tellement incroyable. Ce qui se passe à l'image, ce qu'on te raconte, c'est tellement pas possible que tu as du mal à y croire tellement c'est fou. Et ça, pour moi, c'est vraiment un documentaire de dingue, en fait. Et il y en a quelques-uns comme ça, ce sont des histoires, mais tellement folles, tellement bizarres, tu te dis que c'est pas possible que ce soit arrivé en vrai comme on te le montre. Et donc, tu te mets limite à douter de la crédibilité de ce documentaire. Moi, j'ai pris le parti de croire à ce qu'on m'a montré, voilà, ça m'amusait pas d'être là en mode sceptique, je trouvais pas ça intéressant. Donc, on va partir du fait que ces 5 documentaires sont faits de manière, on va dire, respectueuse et n'essaie pas de se foutre de notre gueule. Sauf un, vous allez voir, mais c'est fait exprès. C'est pas vraiment un top dans le sens où c'est pas un de 1 à 5 du meilleur au pire, c'est juste 5 comme ça que je vais vous donner les uns après les autres. Le premier, c'est Grizzly Man de Werner Herzog. Alors Grizzly Man, c'est un film vraiment barjot. Donc c'est un film sur Werner Herzog, donc le réalisateur de films de fiction et de documentaires, qui est allé récupérer des images d'un mec qui s'appelle Timothée Treadwell, qui tous les ans allait passer des mois avec des ours en Alaska. Genre il allait se fonder parmi les ours, quoi. Et il filmait tout ça. Et donc on a Herzog qui va faire un documentaire sur ce personnage-là. Donc ça mélange les images qu'Herzog va filmer lui en allant recueillir des témoignages sur qui était ce mec-là, et les images que ce mec-là a filmées. Et j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais c'est vraiment un film de dingue. C'est vraiment pas évident de vous en parler sans dévoiler des trucs importants de l'intrigue qui te retournent la gueule, mais c'est un film déjà où tu suis un personnage qui est très surprenant. C'est-à-dire que ce mec qui va vivre avec les ours tous les ans, il est très proche d'être fou, parce qu'il pense presque être un ours, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de sa vie, il s'est senti plus proche des ours que des humains, et donc il s'est éloigné de la société pour essayer de se fondre avec cette société naturelle des ours. Mais le truc, c'est que c'est sa vision à lui, quoi. La vision de la nature, c'est pas vraiment ça, quoi. Et donc, il est totalement paradoxal dans son discours, parce qu'il se rend pas compte que, en fait, c'est un humain qui vient faire chier des ours, quoi. Et donc, t'assistes à ce taré, quoi, qui est vraiment un mec qui pense être un ours à un moment, mais qui fait ça vraiment avec une passion démesurée, et qui se rend pas compte à quel point il peut être intrusif et dérangeant pour les ours qu'il essaye de devenir. Et au milieu de ça, t'as Herzog qui donc met en scène le documentaire et donc qui lui essaye vraiment d'essayer de comprendre ce personnage, d'essayer de réfléchir. Et Herzog, c'est quelqu'un qui dans tous ses films a une relation à la nature très intéressante. C'est-à-dire que Herzog, il est persuadé que la nature, c'est le chaos. Pour Herzog, il n'y a pas d'ordre naturel, de choses harmonieuses. Justement, Herzog, il en est revenu de la nature et lui, il considère que dans la nature, il n'y a rien d'harmonieux. C'est l'inverse de l'harmonie totale, justement. C'est le chaos. Et c'est une vision qui, finalement, va un peu à contre-courant de pas mal de dogmes actuels, en fait. Où on est là à dire, non mais c'est naturel, la nature c'est ce qu'il y a de mieux, la nature c'est le bon chemin. C'est pas ne pas être écolo, hein, ce que dit Herzog, c'est juste de comprendre que la nature, et moi je suis d'accord totalement avec lui, ce n'est pas soumis à une espèce de loi harmonieuse. La nature, c'est vraiment la loi de la jungle, en fait, qui est soumise à aucune autre règle que la loi du plus fort sur un instant T. Et le truc, c'est que ce mec-là, Timothy, lui, pour lui, la nature, c'est l'inverse. C'est vraiment une forme d'harmonie. Et le fait d'aller avec les ours, c'est une source d'harmonie pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Herzog, il s'est pas intéressé à ça par hasard, parce que le chaos va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc j'en dis pas plus, parce que c'est un film qui va vous mettre plusieurs claques dans la gueule si vous l'avez pas vu. Déjà, il y a des images d'ours filmés super proche, il y a une baston d'ours, enfin, c'est vraiment des images que tu vois quasiment jamais parce qu'il est allé vivre dans un endroit qui est tellement particulier, tellement reculé et tellement longtemps qu'il a observé des choses avec les animaux que même des gens qui font des documentaires animaliers sont pas aptes à observer parce qu'il s'est vraiment fondé parmi les ours, quoi. Et il a filmé tout ça, quoi. Donc t'as des images d'animaux de dingue et à la fois t'as des choses qui se passent qui sont vraiment d'une dureté et d'une waouh qui te mettent vraiment face à des réalités pas évidentes. Le tout très bien mis en scène par Herzog qui sait très bien jouer de différents effets, du hors-champ, de ce qu'on ne voit pas, juste de filmer un visage qui entend des choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont vraiment de la mise en scène dans un documentaire, le tout n'étant pas fictionné. Enfin voilà, c'est vraiment du petit lait. Allez-y, Grizzly Man, foncez. Le deuxième documentaire dont je voudrais vous parler, c'est un documentaire qui a gagné l'Oscar du meilleur film documentaire de l'année où il est sorti. Il est très connu, je pense que celui-là, vous l'avez majoritairement vu. C'est
Searching for Sugar Man. Donc encore une fois, Searching for Sugar Man, je vous invite à y aller sans savoir de quoi ça parle. Fermez cette vidéo, allez le voir quoi. Et si vous avez besoin d'un peu plus de motivation, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. Searching for Sugar Man, c'est l'histoire d'un mec qui fait un documentaire en fait sur Sixto Rodriguez. Sixto Rodriguez, c'était un chanteur de folk qui a sorti genre 2 albums dans les années 70 et qui est tombé dans l'oubli total, sur lequel circulent d'ailleurs plusieurs histoires sur la manière dont il est mort, il se serait immolé sur scène, enfin voilà, il y a vraiment une forme de petite légende qui s'est créée autour de ce mec. Et les chansons de ce mec-là sont devenues hyper populaires en Afrique du Sud, 20 ans après. Et donc le mec part sur un documentaire en essayant d'essayer de comprendre pourquoi 2 albums absolument inconnus aux États-Unis sont devenus populaires dans les années 90 en Afrique du Sud. Je dis années 90, d'ailleurs c'est peut-être un peu avant, peut-être pendant les années fin 70-80, bref, le mec est devenu populaire en Afrique du Sud alors qu'il était inconnu aux États-Unis et le mec n'est jamais allé en Afrique du Sud. Et donc le documentaire va partir de là et il va se passer certaines choses, certaines révélations, certaines découvertes qui vont retourner totalement le film sur lui-même. Au point que ça va même changer la réalité en fait. Et ça c'est fort quand un film documentaire arrive à être tellement pertinent, à creuser tellement loin qu'il finit par changer la réalité, changer la vraie vie en dehors du film. C'est que le film a touché quelque chose d'assez fort. Donc encore une fois, j'aimerais bien pouvoir vous en parler avec spoiler parce que c'est extraordinaire, mais celui-là, allez le voir, vous allez, si vous ne connaissez pas, déjà vous allez découvrir des super chansons parce que Sixto Rodriguez, il a fait quelques chansons qui franchement valent le coup, elles sont bien mises en valeur dans ce film, et surtout, vous allez vous prendre un des plus gros twists de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Parce que c'est vraiment bien amené, quoi. On sent que le mec a bien fait son montage, a bien mené au point où il voulait nous amener, et a bien travaillé son film là-dessus. Il y a peut-être de la manipulation, mais moi honnêtement j'adore me faire avoir par ça. Et au moment où vraiment le twist est un peu révélé, ça a été waouh. Très bon film, très bien fait, sur un artiste qui vaut le coup d'être découvert. Le troisième film, c'est un film qui a été adapté depuis en film live action, c'est Man on Wire. Le film live action, c'est le film avec Joseph Gordon-Levitt, réalisé par Robert Zemeckis, qui s'appelle The Walk. Et donc ça raconte l'histoire de Philippe Petit, qui en 1974 a décidé de tendre un fil entre les 2 tours du World Trade Center pour faire du funambulisme dessus. Et donc ça va retracer toute sa vie, donc c'est une espèce de série d'interviews des différents protagonistes de cette aventure-là, entrecoupée avec des images d'archives des événements qu'il a fait pour en arriver là. Et on découvre déjà une personnalité totalement tarée, c'est-à-dire que Philippe Petit, il est extraordinaire quoi. C'est-à-dire que le mec, il a eu une espèce de conviction, une espèce d'épiphanie un jour. Et alors oui, il faisait du cirque, il a toujours eu un rapport au cirque, il était même funambule. Mais un jour, il s'est dit, il faut que je fasse le World Trade Center. Et il s'est dit ça au moment où il a vu limite le projet d'architecture du World Trade Center en fait. C'est-à-dire qu'il a vu ce dessin avec 2 tours, il a tiré un câble au stylo sur une espèce de photo, et il s'est dit, c'est mon destin quoi. Et c'est vraiment fou parce que c'est de l'ordre du braquage en fait. Enfin, c'est vraiment comme s'il avait fait un braquage. Parce qu'il faut réussir à s'introduire dans la tour, il a des complices, il a monté une équipe. Enfin, c'est vraiment, on t'explique un casse, mais un casse magnifique parce que le principe du casse, c'est juste de faire une espèce de geste artistique, de monter sur un câble au milieu de New York et de te suspendre comme ça avec la foule qui te regarde au-dessus du vide. Et c'est magnifique quoi. Moi j'ai pleuré devant ce documentaire, c'est le seul documentaire qui m'a fait pleurer quoi. Parce qu'il y a une notion qui est hyper forte dans le film aussi, c'est cette notion d'aventure et de réussir à embarquer les gens dans l'aventure en fait, dans quelque chose qui motive tout le monde, une espèce d'idéal à atteindre, qui va donner de la force à tout le monde et en fait le côté éphémère de ça quoi. Et ça, dans le film ça a été d'une violence pour moi de ce moment-là quoi, le moment où cette aventure arrive à une fin, commence à se clôturer. Et moi, j'ai déversé un torrent de larmes en regardant ce film parce que il arrive tellement à te faire construire le parcours, l'espèce d'inertie qui mène à ça, à cet acte extraordinaire, quoi. Et les efforts multipliés de tous, l'amour qui a été prodigué par chacun pour réussir à se soutenir mutuellement, à arriver à ça, quoi. Juste pour réussir à accomplir un truc fou, un délire d'un mec qui est totalement barjot, et qu'une fois que c'est fait, en un clin d'œil, ça disparaît. Et tout ça s'effondre. Enfin, ça reste pour la postérité, mais le rapport humain que ça a généré disparaît. Et j'en tremble encore. Le film de Zemeckis, c'est sympa. Il est beaucoup moins puissant que le film et il a des problèmes d'accent. Mais si vous devez découvrir cette histoire, découvrez-la par ce documentaire Man on Wire, qui est un des plus beaux documentaires que j'ai vu de ma vie. Et alors, l'avant-dernier documentaire dont j'aimerais vous parler, c'est un documentaire qui n'est pas du tout connu. J'ai eu la chance d'interviewer le réalisateur, donc en plus, j'ai un rapport avec ce film qui est plus que juste le fait de l'avoir découvert. C'est le film Des lois et des hommes.
L'histoire de Des lois et des hommes, ça va suivre John O'Brien, qui est donc un pêcheur sur une petite île en Irlande. Et un jour, il y a une loi qui tombe, qui fait qu'il n'a plus le droit de pêcher comme il pêchait précédemment. Il y a des espèces de quotas qui sont installés, et le mec perd sa source de revenus et ne peut plus travailler comme il le faisait. Alors que c'est vraiment un petit pêcheur dans une île du nord de l'Irlande, quoi. Vraiment, le petit blé de paumé, le mec pêchait pour sa petite île, enfin, le petit artisan, le petit pêcheur, quoi. Et ce mec-là, donc, il va partir en croisade pour essayer de faire changer cette loi, parce qu'en fait, c'est une loi qui vient de la Commission européenne. Et là, on part sur un parcours de 8 ans, où donc le réalisateur va suivre John pendant 8 ans. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est que, vous voyez, les films de Linklater, la Boyhood, où on va suivre un mec pendant 12 ans, c'est de la fiction. Là, on suit vraiment un mec, le combat de quelqu'un pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il va se battre. Il va d'abord aller dans son gouvernement en Irlande, et après, il va créer une commission à Bruxelles, où il va essayer de défendre, en fait, le principe que lui, il fait partie des pêcheurs, comme on l'appelle, des pêcheurs autochtones, qui sont donc des petits pêcheurs, qui ne sont pas des énormes chalutiers, qui n'ont pas du tout la même cadence de pêche, qui sont là pour vendre locaux. Et le truc, c'est que la Commission européenne, sur le moment, elle ne fait pas la différence entre les énormes chalutiers et les petits pêcheurs, quoi. Elle instaure des quotas pour tout le monde et ça fout vraiment dans la merde les pêcheurs autochtones. Et donc il va s'allier avec des pêcheurs corses, avec des pêcheurs de Chypre. Enfin voilà, il va réussir à faire un espèce de combat juridique au sein de la Commission européenne pour réussir à faire prévoir ses droits de pêcheur de la petite île en Irlande, quoi. Et ce qui est fou, en fait, c'est déjà que le documentaire part d'un mec. Tu sais pas trop pourquoi il se met à le suivre lui, et en fait la décision juridique arrive vers le début du film, et après tu vas suivre son parcours, et le réalisateur il s'est carrément installé en Irlande pour pouvoir suivre John dans son quotidien, parce que il a senti qu'il avait un sujet en or, quoi. Et donc pendant 8 ans il l'a suivi, quoi. Et c'est un film qui est génial parce qu'il montre à la fois le grotesque de la politique européenne, ce côté un peu maison de fou comme dans les 11 travaux d'Astérix, où on passe devant une commission, il faut réussir à avoir le rapport d'un tel mec, d'avoir un expert bitonio qui va te faire passer dans une autre commission, enfin c'est un truc totalement, un capharnaüm, quoi, tu t'y retrouves pas, c'est hyper complexe, et à la fois le paradoxe du fait qu'en fait, ça a vraiment une volonté d'être hyper démocratique. Il y a beaucoup de procès qui sont faits à la Commission européenne sur le fait que ce ne soit pas des gens qui sont élus, que la Commission européenne finalement elle soit dirigée par des lobbies, que les simples citoyens n'ont pas vraiment accès à ce niveau-là et ne peuvent pas faire défendre leurs droits. Et dans ce film, en fait, tu te rends compte que la bataille de John, elle est horrible parce qu'elle est vraiment, c'est une somme d'énergie colossale dépensée, mais qu'à la fois, il a vraiment les moyens de se faire entendre, en fait. Et c'est assez paradoxal, et ça arrive très bien à montrer le paradoxe de la construction européenne, justement, qui essaye à la fois d'essayer d'avoir une espèce de construction qui permet que les peuples ne viennent pas vraiment entraver cette construction, parce qu'on sait que les peuples peuvent être fluctuants, et que d'un coup, s'il y a un pays, une forme d'extrémisme qui s'initie dans un pays, que tout peut s'écrouler très vite. Donc il y a une forme d'inéluctabilité dans la construction européenne, et à la fois de réussir à défendre ça des lobbies qui sont quand même présents, qui arrivent à faire valoir leurs droits aussi. Donc voilà, c'est hyper compliqué, et c'est un film vraiment qui est à la fois centré sur l'humain, parce qu'on suit un mec et son combat là-dedans, et qui justement arrive à donner une espèce de vision d'ensemble de qu'est-ce que c'est que la politique européenne, et les volontés et la velléité de la Commission européenne, et comment ça fonctionne. Donc c'est un très beau film, qui est vraiment, moi, qui m'a cloué sur place, parce qu'il y a une telle ampleur dans ce parcours que tu te dis, mais putain, mais c'est dingue, quoi, d'être parti de ce mec-là et d'être arrivé jusque là où il est arrivé, et d'avoir eu le flair de se dire, c'est ce mec-là que je dois suivre. Franchement, chapeau l'artiste. Et le dernier documentaire de ma liste que j'aimerais vous recommander, honnêtement, c'est un film qui m'a mis un des plus gros mindfuck de l'histoire du cinéma pour moi. C'est le film Exit Through the Gift Shop de Banksy, qui en français s'appelle Faites le mur. Donc encore une fois, on est sur un documentaire où tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible parce que bon, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui va vouloir faire un documentaire sur Banksy. Donc ce mec-là, c'est un Français qui s'appelle Thierry Guetta, et qui est un mec qui a toujours tout filmé dans sa vie. Il s'est toujours baladé avec une caméra, et il a des rushs dans tous les sens de tout ce qu'il a vécu. Et donc ce mec-là, Thierry Guetta, décide de faire un documentaire sur Banksy. Mais le documentaire qu'on voit nous, c'est Banksy qui lui décide de faire un documentaire sur Thierry Guetta, qui fait un documentaire sur lui. Là, vous voyez le niveau du truc, quoi. Et donc, le personnage de Banksy, tu le vois quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il va être rapidement interviewé, mais il va toujours être... Banksy, il va cacher son identité, il a la voix floutée, bref, tu ne sais jamais qui est Banksy. Mais par contre, tu te mets à t'intéresser beaucoup à ce personnage de Thierry Guetta, qui est donc un nobody, et qui, suite au film, au fur et à mesure du film, va se mettre à avoir un espèce de feeling sur l'art contemporain, sur le travail de Banksy, et va se créer une identité d'artiste. Et donc je vais spoiler rapidement, mais c'est pas un spoil très important, allez voir le film quand même, parce que de toute façon ça a trait à la réalité, c'est ce que je voulais dire avant aussi, dans je sais plus quel film, dans Sugarman, où il modifie la réalité par le film qu'on voit. Et donc ce mec, Thierry Guetta,
il va devenir un artiste qui va s'appeler Mr. Brainwatch. Et donc là, vous pouvez aller rechercher sur internet, Mr. Brainwatch, c'est un artiste qui existe, qui crée des œuvres et qui les vend à des prix astronomiques. Et c'est là où, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais à quel degré je me suis fait baiser en fait? Mais vraiment, à quel degré Banksy m'a niqué? C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois croire dans ce film? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'ordre de la manipulation artistique de Banksy? C'est-à-dire est-ce que Thierry Guetta, il existe vraiment? Eh bien, tu sais jamais, mais le fait qu'on te le présente comme un mec qui a toujours tout filmé de sa vie, que tu vois des archives de lui qui s'est filmé à différents âges, enfin, tu te dis que la construction de ce personnage en fiction, elle est mais colossale. S'il a voulu faire en sorte que tu y crois, le seul moyen que tu y crois vraiment, c'est que le mec ait vraiment existé, quoi. Donc il y a un côté où déjà, tu n'arrives pas à savoir si c'est du leurre ou du cochon, et waouh, t'es perdu. Et après, le fait que ce mec-là devienne un artiste en copiant un peu Banksy, et que le fait qu'il arrive à vendre des œuvres et à devenir multimillionnaire grâce à ça, et tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas juste une quenelle de Banksy, encore une fois, quoi? Est-ce que c'est pas Banksy qui a créé de toutes pièces ce mec-là et qui a réussi à foutre une énorme carotte à tout le milieu de l'art contemporain en créant une espèce de sbire de lui-même qui vend et qui arrive à rentrer dans le système et à devenir hyper prolifique? Et à la fois, tout ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fiction? Mais le truc, c'est que le mec existe vraiment dans la vie. Et Mr. Brainwatch, il existe vraiment. Mais je suis persuadé, moi, que c'est une création de Banksy pour son film et qui, d'un coup, a un impact sur la réalité. Enfin, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue. C'est-à-dire que pour moi, c'est la plus grosse manipulation d'audience de l'histoire du cinéma. Mais franchement, quoi, j'ai jamais été autant perplexe, perturbé et perdu devant un film. C'est-à-dire que je ne savais plus qui croire, je ne savais pas ce qui était réel, ce qui était fictif. Là, on me manipulait, là, on me manipulait plus. Et je pense que ce qui est fort, c'est que c'est un truc qui est global. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au niveau du film, c'est un truc qui a continué dans la réalité. Et ça, mais dingo, c'est dingo. Donc moi j'ai des théories, je me dis mais Mr. Brainwatch en fait c'est Banksy. Mais est-ce que c'est Thierry Guetta Banksy? Ou est-ce que le Banksy il a engagé un acteur pour créer Thierry Guetta et que Thierry Guetta est devenu Mr. Brainwatch? Et je ne sais pas. Franchement, regardez ce film, venez me dire en commentaire ce que vous pensez de la réalité de ce film. Mais pour moi, honnêtement, en termes de documentaire, ce fut une de mes plus grosses claques. Alors c'est simple, je vous raconte rapidement ma vie pendant 10 secondes, un peu plus. J'étais à la fac et je devais donc faire un exposé sur Banksy dans mon cours d'art. Et donc j'avais fait mon exposé sur Banksy et à un dernier moment, je me dis, putain, il faut quand même que je vois ce film. Donc je vois ce film. Et j'avais l'exposé le lendemain. Et je vois le film genre à 21h, tu vois. Et je suis sorti du film, j'ai fait, oh putain de merde. Et j'ai dû tout réécrire, j'ai dû refaire tout mon exposé. Parce que ce film remettait en question tout ce que j'avais dit avant. Parce qu'il est tellement fort, c'est tellement une œuvre de bâtard manipulateur comme Banksy est roi, que à la fois ça m'a appuyé sur certains points de ce que j'avais prévu de dire, mais à la fois ça m'a remis en perspective tellement de choses de sa carrière, que franchement, extraordinaire. Donc voilà, écoutez, ça me faisait plaisir de vous parler de 5 documentaires qu'honnêtement je vous recommande fortement. Si vous ne les avez pas vus, j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez la curiosité d'y aller et que je ne vous ai pas gâché le plaisir en vous révélant des petits trucs. J'ai essayé d'être assez tatillon sur les spoilers, de ne pas en dire trop. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo si vous en voulez d'autres, parce que j'ai d'autres documentaires de dingue dans ma petite popoche que je peux ressortir à tout moment si d'un coup vous voulez en savoir plus. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller sur mon lien Utip, honnêtement, c'est super cool si vous y allez. Ça, vous imaginez pas à quel point ça m'aide financièrement que vous allez mater les petites pubs sur Utip. Donc franchement, si vous voyez cette vidéo, que vous êtes à ce moment-là de la vidéo, hop là, prenez le temps, c'est dans la description, vous cliquez, vous matez 1 ou 2 pubs, ça me fait 10 centimes pour moi. Le truc, c'est que si vous êtes 1000 à regarder cette vidéo, bah écoutez, ça fait 100 € et c'est cool. Je suis super nul en maths, ça fait 10 balles, je crois. Bref, vous m'avez compris, allez le faire, ça m'aidera grandement. Et sinon, abonnez-vous, likez, partagez, machin, poète, voilà, vous connaissez la suite. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Et d'ici la prochaine, bonne toile!